République démocratique du Congo à l'occasion de la première édition du Katanga Business Meeting et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur notre plateau le gouverneur de la province du Katanga, M. Moïse Katumbi Chapwe, qui nous reçoit même ici chez lui, donc en sa résidence. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour Eric. Merci d'accepter de nous accorder ces quelques minutes pour répondre aux questions de Vox Africa en nous recevant ici même chez vous, sachant que vous avez un agenda très chargé. Comme je le disais, c'était donc la première édition du Katanga Business Meeting. 3 jours pour présenter une vitrine du dynamisme économique de votre province. Une province dont on parle beaucoup ces dernières années en disant qu'elle a repris, une province qui base essentiellement son essor sur la reprise du secteur minier. Est-ce que pour vous, d'abord, cet événement a une importance symbolique? Merci beaucoup Eric. Pour moi, cet événement était très important. Vous savez, c'est la première fois qu'on organise le Katanga Business Meeting dans notre province, parce que le Katanga n'est pas seulement minier. Et nous sommes dans la diversité au niveau de la province du Katanga. Nous faisons beaucoup de choses parce que nous sommes en train de songer déjà à l'après-mine. Donc nous sommes aussi dans l'agriculture et il y a aussi beaucoup de sociétés qui s'implantent pour produire aussi d'autres choses localement que la population peut livrer aussi localement au niveau de sociétés minières, au niveau aussi de la population locale. C'était une très grande joie pour moi. Je voudrais féliciter les organisateurs. C'était une grande réussite. Je sais que vous étiez là pendant les 3 jours. Vous aviez vu le monde, l'engouement de la population qui venait voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans le Katanga. Et je remercie aussi les investisseurs qui sont venus pour leur première fois au Katanga, voir ce qui se passe au Katanga. Justement, vous l'avez souligné, hein, monsieur le gouverneur, donc l'important c'est qu'on a dans l'esprit que le Katanga, c'est surtout les mines avec l'historique de l'Union minière, de la GECAMINE et des autres investisseurs dans le secteur minier, mais il y a l'avantage de ce forum, de ce meeting, de ce business meeting, c'était montrer l'aspect multisectoriel, que le Katanga, sûrement, a d'autres secteurs d'activité importants. Mais pourquoi on ne les a pas mis en avant plus tôt? Pourquoi vous organisez ce meeting simplement aujourd'hui, en 2014? Vous savez, je suis arrivé à la tête de la province du Katanga, ça fait 7 ans. Quand je suis arrivé, tout le monde croyait que le Katanga allait rester toujours une province minière, mais il fallait avoir une vision. Et je me suis dit, je voudrais d'abord faire le tour de la province, et je l'ai fait plusieurs fois, sensibiliser la population et dire à la population que les minerais sont épuisables. Faisons de notre mieux pour avoir aussi le cuivre vert chez nous, qui est l'agriculture. Parce que vous savez, nous avons une terre très fertile. Au Katanga, il y a encore 14 millions d'hectares de terre fertile, et on a toujours une très bonne saison de pluie, donc nous sommes une province bénie, la République démocratique du Congo est bénie, alors il fallait sensibiliser la population, parler à la population, leur dire le minerai là, il ne faut pas compter dessus d'ici 40 ou 50 ans, il faudrait qu'on commence autre chose. Il y a aussi le tourisme, il y a aussi beaucoup de choses, il y a des gens qui ont créé des petites usines de transformation au niveau de la province du Katanga. Et je ne voulais pas le faire au début. Les gens allaient me traiter d'un démagogue. Il fallait d'abord faire voir au monde entier que le Katanga venait déjà de décoller, et en se basant sur des investissements réels au niveau de la province. Alors, monsieur le gouverneur, en se promenant justement dans ce salon, on a parlé à des hommes d'affaires, des entrepreneurs de la région. Alors, ce qu'ils disent, c'est notamment que les miniers qui un peu tirent un peu cet essor économique ne s'adressent pas en priorité aux sous-traitants locaux. Ils vont chercher des sous-traitants jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'en Zambie, en Tanzanie, pour leur approvisionnement en tenue ou autre chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre en place un système qui favorise d'abord les sous-traitants locaux? Merci beaucoup. Vous savez, moi, je suis un produit, je ne cesse jamais de le répéter, je suis un produit de la sous-traitance. Mon grand frère était fournisseur à la GECAMINE, mon père était opérateur économique. On avait des contrats de millions et de millions de dollars quand c'était la belle époque de la GECAMINE. Donc je suis un produit de la sous-traitance. Il fallait d'abord convaincre le minier, parce que quand je suis arrivé, il y avait une usine qui produisait le cathode de cuivre, c'était seulement la GECAMINE.
La Gécamine était à 8000 tonnes l'an de cathode de cuivre. Aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 1 million de tonnes. Nous venons même de dépasser la Zambie. Le Katanga n'était même plus listé, le Congo plutôt n'était même plus listé à la bourse de Londres. Et aujourd'hui, c'est une fierté parce que j'avais pris une très grande décision en interdisant l'exportation de minerais bruts. Il y a plusieurs usines. C'est vrai, quand les miniers sont arrivés, il fallait leur donner le temps pour faire leur investissement. Il y a eu plus ou moins 20 milliards de dollars investis pendant les 7 ans. Et aujourd'hui, comme leurs usines marchent, il fallait laisser d'abord un temps aux miniers donc d'investir, de terminer leurs investissements. C'est pourquoi je dis faire un édit en 2009 pour la sous-traitance pour créer une classe moyenne. Nous sommes en pourparlers avec les miniers parce que quitter 8000 tonnes l'an à 1 million de tonnes là, donc les gens ont investi leur argent et les miniers sont tout à fait d'accord. Ils nous ont accompagnés aussi dans l'agriculture. Donc ils ont utilisé aussi la sous-traitance dans l'agriculture. La farine qui coûtait 45 $, un sac de 25 kilos à l'époque, c'était très difficile pour un militaire de s'acheter un sac de farine. Aujourd'hui, la farine coûte plus ou moins 12 $ le sac. C'est parce que les miniers ont accepté d'investir aussi dans le cuivre vert qui est l'agriculture. Quand ils sont venus, quand ils ont fait leur étude de faisabilité, dans leur étude de faisabilité, il n'y avait pas un endroit où ils devaient faire les champs. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils ont de grandes fermes, ils nous aident. Et quand je suis arrivé avec mon gouvernement en 2007, on importait plus ou moins 98% de nos produits agricoles. Mais aujourd'hui, on importe plus que 25%. Était un peu le groupe de Maïmaï à gauche, à droite. Peut-être d'ici 5 ans, nous allons commencer à exporter aussi le produit agricole dans la province du Katanga. Et la sous-traitance est réelle. Il y a déjà des sociétés congolaises qui commencent petit à petit, mais ce n'est pas encore assez. Et c'est pour cela nous sommes en pourparlers. Nous allons continuer à leur donner confiance. Parce que vous savez, quitter 8000 tonnes à 1 million de tonnes, ils ont fait quand même des efforts. C'est des gens à féliciter. Alors justement, je m'arrête sur un détail que vous venez de révéler, Monsieur le Gouverneur. Vous dites aujourd'hui, il n'y a plus que 25% des besoins alimentaires de la province qui sont importés. Donc vous avez fait cet effort, cette hausse justement de la production locale. Mais quand comptez-vous atteindre l'autosuffisance alimentaire de notre province? Parce qu'on se souvient, à l'époque, le Katanga, c'était le grenier de la République démocratique du Congo. Sous la colonisation, il y a longtemps, vous et moi, on n'était peut-être pas encore nés à cette époque, on produisait tout ici. Eric, je crois que toi tu n'étais pas né, moi je suis né parce que j'aurai bientôt mes 50 ans. Moi j'étais déjà né. C'est vrai que le Katanga c'était les greniers. Mais le Katanga, à l'époque, exportait 50% de minerais et 50% aussi de produits agricoles. On produisait même le coton. Le Katanga exportait le coton. Mais quand je suis arrivé, le Katanga importait déjà 98%. Donc de la production agricole, tout ce qui est maïs, même les œufs, les tomates, beaucoup de choses comme ça, même des tomates, des oignons. Le Katanga importait même des pommes de terre, ce qui était très grave. Mais aujourd'hui, on a fait quand même des efforts. Et pendant 7 ans, il nous reste encore 25%. N'eût été le problème de la guerre, je crois on est là, peut-être d'ici l'année prochaine, nous allons produire le 100% de la production locale ou le 95%. C'est déjà un grand pas pour la province. Alors, autre question, Monsieur le Gouverneur. En se promenant justement dans le salon du Katanga Business Meeting, en parlant avec les entrepreneurs, ceux qui sont les opérateurs économiques ici de votre province, ils disent c'est vrai qu'on fait un effort, c'est vrai que la production des miniers a repris, ce qui booste et qui tire un petit peu le reste de l'économie, mais ils disent aussi on subit de fortes pressions fiscales, notamment de la part du gouvernement central de Kinshasa. Alors ils disent est-ce que vous, au niveau provincial, vous les protégez, vous les aidez, vous les soutenez pour que ce qui est produit comme richesse bénéficie réellement à la population locale? Merci beaucoup. Vous savez, je suis là d'abord pour protéger les investisseurs. Pour avoir une économie forte, il faut d'abord protéger les investisseurs. Quand je suis arrivé, c'est un exemple que je vous donne, la douane faisait 18 millions de dollars l'an. Aujourd'hui, la douane fait plus ou moins 1 milliard de dollars
lent. Donc ces gens sont en train de payer leurs taxes. C'est vrai, il y a des pressions fiscales, les taxes, tout ça, et il y a aussi des tracasseries inutiles. Nous sommes en pourparlers avec le gouvernement central que si nous voulons vraiment aller de l'avant, il faudrait qu'on puisse respecter les investisseurs et qu'on cesse avec les tracasseries vis-à-vis de nos investisseurs. C'est un exemple que je vais vous donner. Il y a une taxe qu'on appelle pénalité. Cette taxe est seulement au Congo et c'est ridicule. Parfois, j'ai honte de le dire souvent devant le média parce que les gens interprètent très mal. J'ai vu ici au Katanga, depuis que je suis à la tête de la province, pendant les 7 ans, il y a eu plus ou moins 150 millions à 200 millions de dollars de pénalités. Mais dans les pénalités de 200 millions de dollars, 40% vont aux aviseurs. Donc le 40% de 200 millions de dollars, si vous faites le calcul, c'est plus ou moins 80 millions de dollars pour 5 individus qui vont dans les poches des individus. Et c'est ce qui favorise aussi la fraude. Aussi la fraude qui favorise la corruption, parce que même si la personne tape dans la caisse de l'État, il vous dira non, j'ai eu mes pénalités. Or, cet argent pouvait nous aider à reconstruire le pays et ça allait même diminuer les tracasseries. C'est que les investisseurs sont en train de la situation que les investisseurs sont en train de déplorer aujourd'hui concernant la tracasserie, elle est vraie. Mais nous sommes en pourparlers avec le gouvernement central, avec le Premier ministre. Donc nous faisons des efforts et ce n'est pas bon pour une jeune économie parce que nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes qu'au début. Aujourd'hui, le poumon économique de la République démocratique du Congo, c'est le Katanga. Quand je suis arrivé, le Katanga était 3e contribuable au trésor public. Aujourd'hui, la province qui contribue plus au trésor public, c'est le Katanga. C'est parce qu'on a dit redonner confiance aux investisseurs, à la population congolaise, et les gens nous respectent aujourd'hui. Et quelles en est justement vos relations avec le pouvoir central de Kinshasa? Je me rappelle, il y a quelques années, ça a d'ailleurs défrayé la presse, vous étiez parmi les gouverneurs de province qui avaient tapé du poing sur la table en disant que vous vouliez la rétrocession de ces fameux 40% qui sont prévus justement par la Constitution, en tout cas la loi nationale, et puis aussi récemment, là, à l'ouverture du Katanga Business Meeting, il y avait une délégation qui est venue de Kinshasa, conduite par le ministre de l'économie, pour mettre en place ce qu'on appelle le cadre de concertation, de coordination, pour discuter avec les autorités provinciales de savoir comment on va, non seulement la réforme du code minier, mais comment on va discuter de cette affaire de la rétrocession des avoirs fiscaux. Merci Eric, ce n'est même pas la rétrocession, c'est la retenue à la source de 40%. Si le Congo doit décoller, on doit, en tout cas toutes les provinces doivent retenir à la source le 40%. Parce qu'il y a aussi la quête du péréquation qui existe, mais il y a quand même un problème quelque part. Et avant, on ne pouvait pas prendre le 40% à la source parce qu'il y avait la guerre à l'Est. Et la guerre, vous savez, vous ne pouvez pas prendre votre argent, nous sommes tous nationalistes. Il fallait d'abord qu'on aide nos frères de l'Est. Contribuer à l'effort de guerre. Contribuer à l'effort de guerre, c'est ce que nous avions fait pendant les 7 ans. Heureusement, grâce à notre armée, grâce à la vision du chef de l'État, et grâce aussi à la communauté internationale qui nous a beaucoup soutenus, il n'y a plus de guerre. Et nous espérons que nous allons commencer bientôt la retenue à la source de 40%. Pour le bonheur du peuple congolais et aussi du peuple katangais, parce que vous savez, on a fait beaucoup d'efforts. Les recettes qui étaient à 100 millions de dollars en 2006, c'est ce que nous avions trouvé, aujourd'hui c'est des milliards et des milliards de dollars. Il faudrait que la population puisse sentir réellement qu'il y a eu des améliorations parce que les taxes que nous envoyons à Kinshasa, qui sont les contribuables? C'est la population. Donc quand les contribuables nous donnent leur argent, il faudrait qu'il puisse y avoir le retour de l'ascenseur. Et de ce point de vue, vos relations avec Kinshasa, ça se passe bien? Vous êtes entendus? Est-ce que vous dites 7 ans d'efforts, 7 ans de sacrifices? Aujourd'hui, est-ce que vous pourrez, à quelle échéance vous pourrez retenir justement à la source ces 40% et les investir réellement dans le développement de la province? Vous savez, nous entretenons de très bonnes relations avec
le gouvernement de Kinshasa avec le chef de l'État, parce que je suis le représentant du chef de l'État dans la province du Katanga. Donc tout ce que nous faisons, c'est parce qu'il y avait une politique où on devait d'abord lutter contre la guerre, parce que notre pays était envahi par les agresseurs et surtout par nos frères aussi congolais qui ont pris les armes. Donc il y a eu un retard de ce côté-là, mais la guerre comme elle est terminée, c'est le moment que nous devons, nous tous dans toute la province, en tant que gouverneurs, aider nos populations. Les gens doivent sentir l'après-guerre, c'est quoi? Mais nous n'allons plus continuer et les gens ne vont plus continuer à ne pas recevoir leur dû parce que nous ne voulons pas le remettre dans toute la province. Moi, je crois qu'il est très important pour le moment que la population sente qu'il y a quand même un grand changement. Exactement. On reste un peu sur ce chapitre. Vous avez parlé de la guerre, la crise qu'a connue le pays. Je lisais récemment un rapport de l'International Crisis Group qui disait que dans le nord du Katanga, la situation sécuritaire était très préoccupante, notamment avec ces attaques qu'on a parlé des Bakata-Katanga, je pense. C'est comme ça qu'il s'appelle ce groupe. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Est-ce que c'est stabilisé, c'est en voie de stabilisation? Merci beaucoup. En tout cas, c'est en voie de stabilisation. Il y a de cela 2 ans, c'était très grave dans le nord Katanga. Et les gens ne doivent pas confondre. C'est le même groupe de Maï Maï qui ont changé d'appellation en disant qu'ils étaient Bakata Katanga. Bakata Katanga, c'est-à-dire couper le Katanga. Mais ils n'ont pas été appuyés par la population katangaise. La population katangaise ne veut plus revivre le passé. Nous voulons travailler pour notre pays et je suis allé moi-même voir ce groupe de Maï Maï, je suis allé un peu partout parler à la population, sensibiliser nos frères Maï Maï de revenir à la raison et nous avons récupéré plus ou moins 2000 Maï Maï aujourd'hui qui ont déposé les armes et qui sont maintenant dans des camps de formation. Il y a les autres qui sont partis à Kitona et les autres sont allés à Kananga. Donc il y a eu quand même des efforts de ce côté-là. Mais il reste encore quelques individus. C'est ce que j'ai toujours dit. Nous devons d'abord prêcher l'amour. Si nous voulons avoir un Congo fort, nous devons prêcher l'amour du prochain. Parce que quand vous prenez les armes, 1, vous tuez vos propres frères. 2, vous retardez le développement de votre propre pays. Donc vous êtes ennemis dans votre propre pays. Nous devons quand même faire des efforts ensemble et c'est pourquoi c'est une très bonne question pour moi, Eric, parce que vous, en tant que média, vous devez nous aider aussi, à nous aider à sensibiliser cette population, parce qu'aujourd'hui, le Katanga est devenu la province pilote, c'est parce que les gens nous font confiance. Et je voudrais aussi demander peut-être aux autres qui sont encore en brousse, les quelque peu de Maï Maï qui sont en brousse, de revenir à la raison pour que nous puissions reconstruire ensemble notre province. Alors on revient à l'aspect économique de la chose, monsieur le gouverneur. Vous avez dit que vous voulez créer une classe moyenne, en tout cas promouvoir l'émergence d'une classe moyenne dans votre province et plus généralement, bien sûr, dans le Congo entier. Alors de ce point de vue, moi j'ai parlé avec certains entrepreneurs, des promoteurs justement, des porteurs de PME, c'est-à-dire petites et moyennes entreprises. Alors ce qu'ils disent, c'est vrai qu'au Katanga, on sent un essor économique, on sent un dynamisme, mais quand même, quand on est jeune, qu'on veut créer son entreprise, il y a un vrai problème, c'est l'accès au financement. Les banques ne prêtent pas. Est-ce que la province ne pourrait pas faire quelque chose, le gouvernorat, faire quelque chose pour mettre un fonds de garantie ou je ne sais pas quoi, pour aider qu'il y ait prochainement ici des Bill Gates ou d'autres, je veux dire, comment on dit, des patrons d'industrie qui puissent émerger au Katanga? Merci beaucoup. Vous savez, d'abord, pour avoir un financement de la banque, il faudrait être d'abord avant tout un petit opérateur économique, si je peux appeler ça comme ça. Moi, je vais vous donner mon exemple à moi. Moi, j'ai commencé avec $100. 2 ans ou 1 année et demie après, j'avais fait un chiffre d'affaires plus ou moins d'1 million de dollars. J'ai commencé avec $100. Je savais ce que je cherchais. C'était peut-être à ce moment-là, vous étiez encore très, très jeune. Je travaillais chez mon grand frère. Après, j'ai commencé ma petite boîte à moi avec les $100. Si j'étais allé chez mon grand frère, parce qu'à l'époque, dans la République démocratique du Congo, parmi les grands opérateurs économiques, il y avait aussi M. Katebe Katoto qui était là.
Donc je pouvais aller chez mon grand frère et demander un prêt au lieu d'aller à la banque. Mais je ne suis pas allé chez mon grand frère, je vais dire non. S'il me donne de l'argent, parce que c'est mon grand frère, peut-être je ne vais pas bien utiliser cet argent. Vaut mieux que je commence quelque chose de moi-même et par après, j'irai voir le banquier ou voir mon grand frère. Et moi, je crois que ce n'est pas une bonne politique quand on commence ses affaires, aller directement à la banque. J'ai vu beaucoup de gens qui ont hypothéqué leurs biens, leur maison, ils ont perdu leur maison. Je crois, le conseil que je peux donner à tous les Congolais, il faudrait qu'on commence petit. Et c'est vrai, nous, l'État aussi, nous devons faire des efforts de notre côté parce que le taux d'intérêt à la banque, pour un jeune qui commence, pour rembourser, il est très difficile. Mais dans le plan quinquennal que j'avais présenté au niveau de l'Assemblée provinciale, il y avait aussi de fonds qu'on devait garantir pour la classe moyenne, pour les opérateurs économiques qui sont déjà au niveau de la province. Mais malheureusement, on n'a pas eu le 40%. Donc le 40% a vraiment bousculé notre programme. Bon, ça c'est le passé, mais nous devons voir l'avenir. Ce qui est important pour moi, c'est l'avenir. Et j'ai toujours dit aux jeunes de ne pas perdre l'espoir, parce que j'étais jeune comme eux. Bon, maintenant je suis en train de vieillir pour le moment, mais j'ai eu la chance de travailler très dur. J'étais camionneur, j'étais en brousse, j'étais un peu partout. Vous pouvez poser la question peut-être aux vieux qui sont à Bruxelles ou en Europe, qui étaient avant dans le Katanga, qui est Moïse Katumbi. Exactement. Vous prenez souvent l'exemple de votre parcours personnel pour le mettre en avant, un parcours justement exemplaire de quelqu'un du terrain. Et on se demande justement, votre passé d'homme d'affaires, c'est ça qui vous donne un autre esprit en politique? Parce qu'on a l'impression que vous êtes tombé en politique un peu par hasard, mais que ce n'est pas vraiment votre milieu. La politique, ce n'est pas mon milieu et je ne voulais pas entrer en politique. Et je l'ai toujours dit. Vous savez, quand vous êtes dans les affaires, 1 + 1 = 2. Mais souvent, chez nous, surtout en Afrique, 1 + 1 = 99. Donc là, il y a un problème quand même quelque part. J'ai toujours donné mon exemple parce que je ne voulais pas faire la politique. C'est vraiment un hasard que je me suis retrouvé gouverneur de la province du Katanga. Et vous savez, je dois d'abord défendre les opérateurs économiques parce que si j'avais échoué pendant mon mandat, les gens ne feront plus confiance aux opérateurs économiques, dirigeants d'un club, et aussi respecter le nom de ma famille. Parce que mon père était opérateur économique, mon grand frère était opérateur économique, donc il ne fallait pas que je puisse décevoir aussi ma propre famille. Et j'avais dit que j'allais diriger cette province comme une entreprise. Et c'est ce que je suis en train de faire. Si vous voyez aujourd'hui, on est parti du néant, là où on est dans la province du Katanga, les gens se bousculent pour venir investir au Katanga. Donc, je demanderai encore aux jeunes de ne pas perdre espoir et surtout de dire oui à la place de oui et de dire non à la place de non, parce que dans les affaires, c'est ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non. Là, nous ne sommes pas d'accord. Si vous êtes d'accord, oui, là, c'est bon. Ou bien, si ça ne va pas, vous pouvez toujours négocier. Mais souvent, les gens ont peur de dire non à la place de non. C'est ce qui tue même parfois notre pays. Alors, vous l'avez dit, hein, monsieur le gouverneur, 7 ans déjà à la tête justement de cette province. Une chose intéressante, quand on parle avec les Katangais, vous ne laissez personne indifférent. Ou on vous aime, on vous adule, ou on vous déteste. Vous le savez, il y a des gens qui vous critiquent. Notamment dans les critiques, et cette question, je vous la pose, parce que vous êtes certainement au courant de ça aussi, on dit Katumbi a fait des choses pour le Katanga, mais le problème, c'est qu'il a fait aussi son propre business. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Merci beaucoup. Vous savez, j'apprécie ça, c'est ça même la démocratie. C'est la démocratie, c'est une jeune démocratie. Avant que Katumbi soit gouverneur, Katumbi était un grand opérateur économique. Katumbi est resté dans sa maison, je ne suis pas allé dans la maison du gouvernorat, donc j'étais dans mes affaires. J'avais mes sociétés et MCK, c'est depuis 1997. J'ai commencé mes affaires très jeunes. Vous pouvez demander aux anciens banquiers de la Belgolaise, aujourd'hui qui sont à la BCDC. Aucun jour je donnais un chèque sans provision. J'étais dans le transport,
J'ai créé une société de transport quand j'étais en exil en Afrique du Sud. Et quand Katumbi est devenu gouverneur, le bon Dieu n'a pas augmenté la teneur en cuivre de minerais du sous-sol katangais ou le cobalt. J'ai trouvé ce que le minerai, j'ai trouvé la terre katangaise telle qu'elle était, avec la même richesse. Katumbi a essayé seulement de transformer ces richesses. Bon, il y a des gens aussi qui ont échoué, qui n'ont pas pu transformer ces richesses-là. Il faut le comprendre. C'est tout à fait normal, la critique, elle est normale. Mais moi, ma conscience est tranquille. Quand je voulais partir, quand je voulais quitter, parce que on m'avait porté plainte en Belgique, il y a eu des fausses accusations en Belgique et à Londres. Heureusement, c'était en Europe. On m'a porté plainte. On avait saisi tous mes comptes, tous mes biens, et par après, j'ai gagné le procès. Donc, heureusement, c'était en Europe, ce n'était pas ici chez nous. Vous savez, il y a aussi parfois la jalousie et la haine qui aveuglent les gens. Mais si vous allez voir la population, quand je suis rentré du procès, j'avais dit que j'allais démissionner. Dans un mois, 2 800 000 personnes ont signé une pétition pour que le gouverneur ne puisse pas démissionner. Et je me suis dit, donc, c'est-à-dire, je suis en train de faire quelque chose. Et je fais ce qui est bon pour la population. Et il y a aussi des ennemis que j'ai créés, des gens qui ne voulaient pas payer des taxes au niveau de la province. La douane qui était à 1 200 000 $ le mois, aujourd'hui, c'est plus ou moins 95 millions de dollars le mois. C'est tout à fait normal. Les gens qui passaient en brousse ou les autres personnes qui ne voulaient pas payer la douane ou la taxe de l'État. Le péage sur la route Lubumbashi-Kolwezi, le péage que j'avais trouvé, c'était 300 000 $ l'an. Et le péage aujourd'hui, c'est plus ou moins 7 millions de dollars l'an. Donc j'ai créé aussi des ennemis un peu partout. Mais je me suis fait ami avec la population. Vous savez, je suis humain, j'ai mes erreurs, je dois avoir aussi des gens qui me critiquent, c'est ça la politique, je dois accepter. Là où je ne parviens pas peut-être à résoudre d'autres problèmes, s'il y a des critiques, c'est bon pour moi d'essayer de voir avec mon cabinet, de voir qu'est-ce que nous devons améliorer. Un des aspects aussi importants de votre fonction, de votre personnage, c'est que vous êtes non seulement homme politique, homme d'affaires, mais aussi patron d'une équipe de football de renommée continentale et même internationale, c'est le tout-puissant Mazembe. Alors dites-nous d'abord comment cette aventure a commencé et quelles sont justement vos ambitions pour ce club. Merci beaucoup Eric. Vous savez, Mazembe, c'est presque toute ma vie. Quand je suis parti en exil forcé, j'étais à Bruxelles, à autre chose, tout ça, mais j'ai toujours été soutenu par mon club. Ça fait maintenant 33 ans que je suis à la tête d'un club en tant que président d'une équipe de football. Avant, j'étais chez Corbeau, qui était une deuxième équipe de Mazembe, donc j'ai commencé très jeune. J'ai commencé par la 2e division, mais malgré mon jeune âge, j'étais en train de payer mes joueurs chaque mois. Et il n'y avait pas de mois où les joueurs étaient impayés. Et j'ai dit aussi gagner la Coupe du Chaba à l'époque, parce que j'avais bâti le tout-puissant Mazembe et le Saint-Éloi Lupopo. Et mon grand frère était président de Mazembe. Donc j'étais déjà supporter de Mazembe, je dirais presque depuis la naissance. À l'âge de 9 ans, j'étais avec mon grand frère qui avait ramené une coupe. La première coupe de la Confédération, c'était avec mon grand frère. Et quand je suis allé en Zambie, où j'étais opérateur économique, j'avais mes mines d'émeraude en Zambie, j'avais mes moulins industriels en Zambie, j'ai eu plus ou moins un investissement de 80 millions de dollars en Zambie. J'ai encore mes mines qui existent en Zambie, qui travaillent. Et donc, Mazembe m'avait sollicité, il y a de cela maintenant 15 ans, pour devenir président de Mazembe. C'est une histoire réelle que je suis en train de vous raconter ici. Je ne savais même pas qu'il y avait les élections au niveau du tout-puissant Mazembe pour choisir leur président. Et tous les Mazembiens ont dû voter Moïse Katumbi qui n'avait pas postulé.
Ils ont dû recommencer les élections parce que celui qui était candidat avait échoué. Bon, après, ils sont venus me voir en Zambie pour dire non, écoutez, nous vous avons voté, mais il faut régulariser, il faut signer les documents. Et j'étais en Zambie, je n'étais pas au Congo, j'ai rempli le formulaire et quand nous sommes arrivés, quand ils sont allés aux élections, j'ai dit avoir 100% des élections. Donc même en tant que gouverneur, j'ai eu quand même 98%. En tant que gouverneur, et j'étais le député qui a eu plus de voix à la députation nationale qu'à la députation provinciale. Donc les gens ont vu ce que je faisais dans le temps, et je ne suis pas chez Mazembe en tant que gouverneur. J'ai été président de Mazembe avant d'être même gouverneur. Il faut voir quand Mazembe joue, surtout dans d'autres provinces, c'est là où nous avons beaucoup de supporters qui prient pour notre équipe. Et vous savez, si on me demandait entre Mazembe et la politique, qu'est-ce que je peux choisir, mais je vais rentrer le plus vite possible, sans même réfléchir. Je vais rentrer chez Mazembe. Donc c'est une grande équipe. Nous avons besoin de tout le monde, et surtout aujourd'hui, nous avons une nouvelle politique. Nous avons notre académie de jeunes qui est allée jouer même en Suisse. Depuis que cette coupe existe, Blue Star, toutes les équipes africaines qui vont là-bas, toutes ces équipes occupent toujours la dernière place. C'est seulement Mazembe qui est allé, les jeunes de l'académie qui sont allés là-bas, qui sont sortis 4e pour la première fois. Donc Mazembe est là. Nous sommes en train de travailler jour et nuit pour peut-être dans 3 ans donner de bons éléments à notre équipe nationale qui iront jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Merci beaucoup Moïse Katumbi Chapwe. Je rappelle que vous êtes donc gouverneur de la province du Katanga en République démocratique du Congo. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup Eric. Merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. Au revoir.